Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Boualem Sansal, le vote de la honte. Macron, soutien des dictateurs, des malfrats et des tyrans. Bayrou, taxator. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je débute toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Maria Gorette, Jean Merle, Fernande Richter, Philippe Bohen, Marie et JSPS. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de DSA et de censure. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Des nouvelles de Nathalie Loiseau, députée de la joie de vivre. Alors Nathalie, comment expliquer que le candidat patriote roumain, Simeon, ait pu obtenir 40% au premier tour dimanche? Dans ce pays. Alors, le candidat de l'extrême droite est en effet grand favori, grandement soutenu par la Russie. Comme le précédent candidat d'extrême droite qui finalement n'a pas pu aller au bout puisque l'élection a été... C'est les Russes. Ce candidat serait soutenu par la Russie. Voyons voir. Basculement à Bucarest. Georges Simeon, outsider devenu symbole d'un réveil souverainiste, salue la chute de l'élite pro-Union européenne. Les mondialistes sont à terre. Aligné sur Trump et soutenu par Steve Bannon, il promet un effet domino en Europe de l'Est, Pologne en ligne de mire. Porté par un vote populaire anti-guerre et identitaire, Simeon incarne la revanche d'un peuple trahi et méprisé. Résultat immédiat, le Premier ministre Ciolacu jette l'éponge. La vague est en train de monter. Et oui, encore une fois, Nathalie Loiseau vous a désinformé avec la complicité de la presse aux ordres. Car Simeon, c'est le candidat MAGA, un atlantiste pro-OTAN, version Trump donc. Il faut ajouter que le candidat roumain a des mots très durs pour le président russe. Le très européiste Euractiv confirme l'allégeance de Simeon à Trump. Georges Simeon incarne pour sa part une ligne nationaliste et souverainiste proche du discours du mouvement MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump. Il s'oppose à la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine, tout en maintenant une posture officiellement favorable à l'OTAN, insistant sur le rôle de la Roumanie comme défensif plutôt qu'interventionniste. Il faut également ajouter que Simeon a reçu le soutien d'un socialiste, Victor Ponta, oui, mais un socialiste souverainiste. En Roumanie, le candidat socialiste Victor Ponta, ayant recueilli 13% des voix au premier tour de la présidentielle, appelle à voter pour le candidat de droite patriote Georges Simeon au second tour. Pendant qu'en France, les gauchos jouent les castors avec les macronistes et les pro-européistes à chaque élection. La victoire semble donc promise à Georges Simeon. Il bénéficie d'une dynamique très positive et le report des voix lui est plus que favorable. Pour certains, il ne peut pas perdre l'élection. Mais prudence, déjà certains s'agitent en coulisses pour invalider ce premier tour. Au fait, combien de pourcentage pour la candidate pro-Union européenne ? Élection en Roumanie, la candidate pro-Europe, Elena Lasconi, leur Nathalie Loiseau à eux, qui s'était hissée au second tour face à Călin Georgescu en décembre 2024, n'a récolté que 2,7% des voix. Macron lui avait apporté son soutien et les Roumains, moins bêtes que les normies, l'ont vu. L'humiliation est totale pour les européistes. C'est les Russes, piaille aigrement Loiseau. Oui, tous ces européistes sont des mauvais perdants. Pologne. Un député polonais brûle le drapeau européen. Très fort, regardez ça. Un eurodéputé polonais, souverainiste et candidat à l'élection présidentielle polonaise, vient de décrocher le torchon bleu à étoile de l'Union européenne au ministère polonais de l'Industrie et il s'essuie les pieds dessus. Il y a donc un vent de colère qui se lève à l'intérieur de l'Union européenne. Et il y a quelques raisons objectives. La politique menée par Pustula et tous ces européistes est un échec absolu. Doit-on énumérer? Il y a d'abord l'effondrement économique, le pacte vert,
La volonté de poursuivre une guerre sanglante à l'Est, le bilan de la politique sanitaire qui nous est connu, la submersion migratoire et la corruption endémique au sein des institutions bruxelloises. La contestation se fait donc dans les urnes, les électeurs sanctionnent donc tous ces européistes. Et maintenant, il y a des fonctionnaires et des politiques à l'intérieur de l'Union européenne qui commencent à critiquer tout haut la politique de l'impératrice Orban. Pendant que Bruxelles brûle 140 milliards d'euros dans une guerre perdue en Ukraine, nous avons adopté le plus grand programme de réduction d'impôts en Europe. Nous investissons dans nos familles, pas dans des fantasmes étrangers. Certains pourraient me rétorquer « Oui, mais c'est Orban, c'est un ennemi de postulat depuis toujours ». Mais il n'est pas le seul. La Commission peine à convaincre l'ensemble des États membres avec son plan Réarme Europe. De nombreux pays ont des déficits excessifs. La croissance est en berne et les perspectives économiques sont mauvaises. Idée de la grosse commission, augmenter les déficits de tous ces pays pour financer une armée qui va être équipée par les US. Une traîtrise économiquement débile. À ça, pour s'aborder l'industrie européenne, tous ces fonctionnaires de Bruxelles, ce sont des champions du monde. Pas une semaine sans qu'un grand patron dénonce leurs méfaits. Nous ne demandons pas d'aide, seulement qu'on nous laisse travailler, innover et apporter aux gens les véhicules plus propres, mais aussi abordables, dont ils ont envie et besoin. Entre 2015 et 2030, le coût d'une Clio aura augmenté de 40%. Cette augmentation est à 92,5% attribuée à la réglementation, affirme Luca Di Meo. Autrement dit, les normes européennes. Si rien ne change, dans 5 ans, l'Europe ne sera plus une terre d'industrie, mais un simple marché. Voitures toujours plus chères, réglementation européenne plus complexe, le cri d'alarme des patrons de Renault et Stellantis. Et voilà l'aboutissement de plusieurs décennies de tchourikisation, consubstantielle à la vision néolibérale et davosite, y compris à Bruxelles, et surtout à Bruxelles. Pendant ce temps, les sachants continuent à pousser des cris d'orfraie quand Trump réimpose une politique mercantiliste. Qui peut pousser des cris d'orfraie ? Eh bien, celui qui possède la nationalité sénégalaise, Thierry Breton. Alerte info, Thierry Breton nous dit que la méthode d'Elon Musk pour réduire la dépense publique ne marche pas. Parce que celle qu'il mène en France depuis 40 ans fonctionne à 3400 milliards de dettes. L'omniprésence de Thierry Breton sur les plateaux de télévision est révoltant. Oui, j'y vois un signe de la tyrannie qui nous est imposée. Pensez, Thierry Breton a été un des plus mauvais patrons français de tous les temps. Il a coulé un nombre impressionnant de grandes entreprises. Quel autre fait d'armes ? Commissaire européen. Et c'est lui qui a mis en place la censure, ce fameux DSA limitant la liberté d'expression, dont tous les sites de réinformation souffrent. D'ailleurs, le surnom de Thierry Breton, c'est Monsieur Censure. Et ce personnage est non élu. Il ne représente strictement personne, si ce n'est la voix de l'Union européenne. Et il est invité constamment sur les plateaux de télévision, sans contradicteur. Oui, un beau signe de tyrannie. Et puis, tout ce qu'il dit, c'est bobard et propagande. On vit donc sous l'emprise du ministère de la vérité officielle. Observatoire du journalisme. Un journaliste du Monde affirme à un internaute que le quotidien a touché 2,3 millions d'euros d'aide directe en 2023. En réalité, le Monde a reçu un total de 8,4 millions d'euros de subventions publiques en 2023. Et oui, s'il y a des Thierry Breton et autres européistes, c'est qu'il y a des journalistes pour leur tenir le bavoir. Et s'il y a de tels journalistes, c'est qu'ils sont financés par tout ce système. Sans l'argent de nos impôts, ces médias n'existeraient plus. Un système mafieux en somme. Virginie Geron, députée européen du Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire. Ce rapport sur la protection des intérêts financiers de l'Union est trop clément. En effet, à l'exception du lobbying des ONG vertes financées par Bruxelles, la plupart des scandales majeurs ne figurent ni dans le rapport, ni dans les statistiques présentées. Comment excuser l'inaction du parquet européen dans l'affaire Pfizer-Van der Leyen ? Aucune enquête n'a été menée sur d'éventuels conflits d'intérêts et sur les erreurs systématiques dans la négociation des contrats. Sur les 71 milliards d'euros gaspillés en vaccins Covid, sur les doses annulées de Pfizer à 10 € la dose, sur l'achat de plus d'1 milliard d'euros pour le Remdesivir du labo Gilead, traitement pourtant jugé inefficace contre le Covid, ou encore sur l'emprunt géant post-Covid à taux variable.
Il y a de grandes spoliations et il y a des décisions inexcusables de la Commission qui ne sont dans aucun rapport. Comment autoriser le pantouflage de Thierry Breton chez Bank of America? Confier à BlackRock d'imaginer notre futur bancaire? Laisser sans conséquence majeure le directeur transport voyager aux frais du Qatar? Confier le recrutement des fonctionnaires européens à une entreprise américaine? Ou encore le blanchiment présumé d'1 million d'euros par le commissaire à la justice via des tickets de loto achetés dans une pompe à essence. De quelle crédibilité la Commission peut-elle se targuer quand elle ne respecte pas ses propres principes? Cette commission VDL 2 veut aujourd'hui contrôler les urnes, car les citoyens refusent cette mauvaise gestion. C'est ça la solution? Je vous remercie. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron reçoit le président syrien. Et chose surprenante, ce triste sire de Syrie n'a pas le droit de voyager. Pour arriver à Paris, il a donc dû obtenir une exemption. CNews, Louis Ragnel. Le président autoproclamé syrien, normalement, n'a pas le droit de voyager en Europe. Et donc, Emmanuel Macron, l'Élysée ont dû faire une demande d'exemption, de sanction auprès des Nations Unies pour qu'il puisse venir jusqu'à nous sans se faire interpeller. Vous savez, comme il est considéré comme un terroriste, d'organisation terroriste, eh bien, il fait l'objet de sanctions. Donc, première visite du président. On apprend que l'Élysée a donc dû demander une exemption des sanctions auprès des Nations Unies pour permettre au président syrien, considéré comme un terroriste, de voyager en Europe. Emmanuel Macron va donc serrer la main d'un triste sire. Ce pays marche vraiment sur la tête. Si nous comprenons bien, un politique plébiscité par les urnes en Roumanie, c'est non. Mais un tyran sanguinaire, c'est oui. La démocratie selon l'Union européenne. Une image vaut mieux qu'un long discours. L'Union européenne nous enchaîne, libérons-nous. Voilà, Emmanuel Macron s'apprête à recevoir avec les honneurs une figure plus que controversée, un dirigeant sanguinaire, considéré par certains comme lié au bourreau du Bataclan et à la mort de nos professeurs comme Samuel Paty. Déjà 1300 morts en Syrie, surtout des civils alaouites. Les chrétiens sont en danger. Le cynisme de Macron est monstrueux. Oui, Macron, ce cynique, souille les cadavres encore chauds des alaouites, des chrétiens et des druzes. En recevant à l'Élysée ce responsable terroriste, Macron démontre que le terrorisme de ce pays a toujours été soutenu par l'Occident. Petit rappel avec Lolo Fabius, Al-Nostra, ils font du bon boulot. Hasard du calendrier ou en même temps macroniste. Macron reçoit le dirigeant syrien et hier, l'Assemblée nationale a voté pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Malgré l'opposition des Insoumis, l'Assemblée vote pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Ce vote n'est évidemment que symbolique. Pour autant, la France insoumise s'y est opposée. Voici les noms. Manuel Bompard, Aymeric Caron, Louis Boyard, Mathilde Panot, Andy Kerbrat. Que du beau monde, comme vous voyez. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Boualem Sansal est octogénaire. Il est atteint d'un cancer. C'est un écrivain. Et il croupit dans les geôles d'Alger, un régime totalitaire. Et les membres de la France insoumise refusent de le soutenir. Voyons les raisons. Lors de l'examen du texte cet après-midi, le député de la France insoumise, Éric Coquerel, soutenu sous les applaudissements par son groupe parlementaire, a tonné que la proposition de résolution était un moyen d'instrumentaliser Boualem Sansal et de régler des comptes avec l'Algérie. Éric Coquerel, avocat de la dictature algérienne. Est-on étonné? Et puis d'autres députés de gauche ont affirmé que voter ce texte, c'était faire le jeu de l'extrême droite. Et oui, la liberté, la fraternité sont devenus d'extrême droite de nos jours. Mais vous avez compris, si vous êtes enfermé à l'étranger, la France insoumise vous laissera crever. Le fanatisme est un boa constrictor. Il a enserré la société française dans ses anneaux et serre chaque jour un peu plus. Les gens capitulent contre cette force invisible. Ça s'est passé comme ça dans tout le monde arabe. Je ne comprends pas que les gouvernants ne voient pas cela. Ces propos de Boualem Sansal nous donnent la raison de la haine de la France insoumise envers ce dissident. Le sondage dont tout le monde parle, sondage IFOP présidentiel 2027, hypothèse Attal-Retailleau, Jordan Bardella 33%, Bruno Retailleau 14%, Gabriel Attal 14%.
Et Bardella pourrait l'emporter sur les candidats du centre. Ce sondage montre que malgré tout le tabassage médiatique, dont on sait que 90% des médias français sont de gauche, et malgré le matraquage judiciaire contre le Rassemblement national, Jordan Bardella est à 50% au second tour. Comme je ne cesse de le marteler, le système essaie de nous imposer Édouard Philippe. Oui, c'est le candidat de Davos, et nous sommes donc dans une fabrique de l'opinion. Bardella est sans expérience. Il sera taillé en pièces par la presse dans les derniers mois de l'élection présidentielle de 2027. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bardella ne seront d'ailleurs peut-être pas candidats. Souvent à 2 ans de la présidentielle, nous n'avons pas les bons chevaux. Et vous remarquez quand même que Bruno Retailleau s'est effondré dans ce sondage. Et puis, pour nous qui défendons le Frexit, il manque un candidat à ce sondage. À suivre donc. Avant d'ouvrir la page Fantasy, l'élection tumultueuse du chancelier Merz. Énorme, lourd revers pour Merz, l'ex-patron de BlackRock Allemagne, fou de guerre, eurodingo. Friedrich Merz échoue à être élu chancelier au premier tour par les députés. C'est la première fois dans l'histoire d'après-guerre de l'Allemagne qu'un candidat échoue à être élu au premier tour. Il est abasourdi. Comme je le montrais en début de journal, cela craque de partout. Allemagne, Merz, élu au second tour, promet d'être un chancelier très européen. Merz dit vouloir tout faire pour regagner la confiance des électeurs d'extrême droite. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, a dit mardi vouloir tout faire pour regagner la confiance des électeurs actuels du parti d'extrême droite AfD, en plein essor et désormais le premier groupe d'opposition au Bundestag. Dans sa première interview télévisée sur la chaîne ARD, dans la foulée de sa nomination, il a également souligné qu'avec une éventuelle procédure d'interdiction de ce parti, récemment classé comme extrémiste de droite par les services de renseignement, le problème de fond ne serait pas résolu. Traduisons tout ce charabia politique. Merz a peu de légitimité, après ses mensonges pendant la période électorale et après surtout le camouflet du premier tour. Il va donc être obligé de tendre la main aux patriotes pour survivre. Cela promet un en même temps très macroniste. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec le Gorafi. Les dons de la petite souris seront désormais soumis à une TVA de 20%. C'est une plaisanterie du Gorafi qui autrefois aurait pu paraître un peu exagérée. Mais aujourd'hui, elle devient crédible. Aux manettes, l'Union européenne, Bayrou, les taxators. Ne pas tenir votre chien en laisse en balade peut désormais vous coûter très cher. Tout va bien, tout est sous contrôle fiscal. Depuis le 15 avril et jusqu'au 30 juin, si vous emmenez votre chien en forêt, près d'un étang ou encore à la campagne, vous devez impérativement le tenir en laisse. Sinon, vous risquez une amende de 750 €. C'est, paraît-il, pour protéger les oiseaux que les éoliennes mises par les écologistes massacrent. Vous savez ce qui me choque? De nombreuses races de chiens ne chassent pas. Les bergers, les chiens bergers par exemple, on peut les mettre au milieu de poules, de coqs, de moineaux, ils ne bougent pas. C'est le cas de mes chiens, non seulement parce que c'est dans leur gène, mais également parce qu'ils sont bien dressés. Comme toujours, on va faire payer les innocents pour ceux qui se comportent mal. De plus en plus fort, à Béziers. On dirait une parodie. Et maintenant, mesdames et messieurs, le pass canin, aussi appelé le pass crotte de chien, le pass ADN merde. Comment accepte-t-on ces imbécilités? Dans un pays qui a des priorités bien plus urgentes dans tous les domaines? Et ce pass, bien sûr, va être payant. Ceux qui ramassent vont donc payer pour ceux qui ne ramassent pas. Insolite, dimanche, une Parisienne a été verbalisée de 150 € pour avoir transporté une plante trop grande dans le métro à la station République. Elle rentrait chez elle après avoir acheté la plante. Taxator, taxator et encore taxator. Vous avez compris le système. Il manque d'argent, alors il demande aux agents de verbaliser tout ce qui bouge pour faire entrer cet argent qui manque cruellement dans les caisses de l'État. Oui, cet argent qu'ils ont dilapidé. Pierre Chasseret réagit à la mesure de l'Europe sur le contrôle technique. Encore une fois, l'Europe nous pond une mesure qui tond les automobilistes. On va encore nous rajouter 80 € par an pour un contrôle technique. Taxator, taxator. Et il faut imaginer que ce n'est que le début.
Un tweet qui résume ma vidéo d'hier sur Gérald Darmanin. Victor, bon tweet français. Les 10 stratégies de manipulation de masse par Noam Chomsky. Stratégie numéro 2. Problème, réaction, solution. On crée un problème. Exemple, les violences urbaines. Le public réagit et demande des solutions. Exemple, loi sécuritaire. On apporte la solution, caméra partout. Bien vu. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.